Bonjour, bienvenue dans la série Science sur notre science. Nous arrivons maintenant au XXe siècle. Là, on a encore eu, grâce à la synergie entre technique et science, une forte amélioration des instruments et de la science qui en a découlé. Par exemple, on a vu dans les années 50 la naissance de l'informatique, fille de la science à travers les processeurs, les transistors, la microélectronique, les semi-conducteurs. On a vu également une explosion des échanges d'informations grâce aux télécommunications, grâce à Internet à notre époque, avec une augmentation presque exponentielle du nombre d'informations échangées, de la rapidité de ces échanges et de la facilité de ces échanges. En 1971, le premier microprocesseur était créé par Intel et en 1976, le premier ordinateur de bureau, le premier PC. On voit où seulement un peu plus d'un quart de siècle après, où nous en sommes. La spécialisation des sciences s'est fortement accentuée. La complexification des sciences a littéralement explosé. Et malgré cette incroyable complexification et spécialisation qui en a résulté, les frontières entre les différentes disciplines se sont estompées. On pourrait presque dire que, en simplifiant, les différents domaines se sont rapprochés. Ainsi, la biologie fait abondamment appel à la chimie, qui fait appel à la physique. La physique elle-même utilise ou s'applique dans le cadre de l'astronomie, avec l'astrophysique. Toutes les disciplines se touchent. Et avec la spécialisation et surtout la complexification des sciences, les sous-disciplines ont également explosé en un très grand nombre. Un exemple avec la biologie, avec la naissance de la biochimie, de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, de la biologie génétique, de l'agrobiologie, etc., etc., etc. Les connaissances sont devenues énormes. L'accumulation des connaissances est devenue phénoménale. On pourrait remplir des bibliothèques entières avec les informations scientifiques. Ce qui fait qu'il est devenu impossible à tout scientifique, tout chercheur, quel qu'il soit, de tout connaître. Et même de se spécialiser dans plusieurs branches. S'il veut devenir un expert, il doit se spécialiser aussi. Cela a entraîné la nécessité de travailler en équipe, de façon à couvrir l'ensemble des connaissances nécessaires. Parfois, d'établir des ponts avec d'autres disciplines, avec des spécialistes des connaissances dites interdisciplinaires. Et de plus, cette science de plus en plus complexe, de plus en plus vaste, s'est éloignée des gens, du profane. Et ce, malgré une intense vulgarisation, parfois avec des campagnes officielles, organisées par l'ONU. Parfois, simplement par des mouvements économiques, création de journaux de vulgarisation. Ou simplement par le plaisir, comme votre serviteur. Malgré toute cette vulgarisation, la science est devenue si vaste et si sophistiquée qu'elle s'est forcément éloignée du commun. C'est assez étonnant de voir qu'il y a eu un changement par rapport au passé. Ainsi, dans un lointain passé, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la science était l'affaire de spécialistes, des penseurs, des rares personnes ayant l'éducation nécessaire. Le paysan du coin ne s'en préoccupait pas et même souvent ignorait ces travaux scientifiques. Il en ignorait même l'existence. Avec l'évolution de la société, à l'époque des Lumières, on a vu la formation de salons où les gens du peuple rencontraient des scientifiques qui leur faisaient des expériences, qui leur montraient, avec des expériences tirées du monde de la vie de tous les jours, ce qu'était la science, comment elle marchait.
Avec la scolarisation de masse aussi, les gens ont eu accès à plus de connaissances scientifiques. Et donc la science s'est démocratisée au sein de la population. Et maintenant, on revit un changement dans l'autre sens, non pas parce qu'on exclut les profanes, comme c'était le cas dans l'Antiquité, mais simplement parce que c'est devenu trop complexe, trop vaste. Il y a trop de données, souvent extrêmement pointues, extrêmement abstraites, trop difficiles de tout expliquer. Et puis, les profanes sont dans la même situation que les experts. Les experts sont face à une telle montagne de connaissances qu'ils sont obligés de se spécialiser. Mais tout le monde ne fait pas de la science. Les gens vont aussi apprendre la plomberie, ils vont apprendre le jardinage, ils vont faire un travail de bureau. Tout le monde est obligé de se spécialiser et on ne peut pas tout apprendre. Au XXe siècle, on a vu également une forte augmentation des sciences humaines. Le mouvement amorcé au XIXe siècle s'est fortement amplifié, avec une explosion des sciences humaines, la création d'universités dédiées aux sciences humaines et un grand nombre de disciplines telles que l'anthropologie, la sociologie, l'ethnologie, l'histoire, la psychologie, la psychanalyse, la linguistique, la morale, l'archéologie, l'économie, etc., etc., etc. Une particularité propre aussi au XXe siècle est l'apparition de l'éthique. Alors, il y a d'abord eu un changement de vision, parce que, avec les progrès des sciences, des techniques, et ce qu'elles apportaient, une vie meilleure, une meilleure médecine, des objets du quotidien qui permettaient de mieux vivre, une meilleure alimentation, grâce à une meilleure agriculture, la science était devenue vraiment le symbole du progrès et de la perfection. L'objectif à atteindre, la science et le progrès à tout prix. Et puis il y a eu une énorme douche froide. Énorme. 1945. Fin de la Seconde Guerre mondiale avec des bombes atomiques. Et là, les gens ouvraient des yeux comme ça. Ils ne connaissaient pas le programme Manhattan. Cet immense programme initié par les Américains pour mettre au point la bombe atomique avant les Allemands. Il s'est avéré que les Allemands n'étaient pas du tout assez avancés pour y arriver. Ça, on l'a su après. Et lorsque l'Allemagne a été vaincue, les Américains ont bien compris qu'ils n'avaient pas fini la guerre, ils avaient toujours le Japon. Et ils avaient aussi compris qu'ils n'arriveraient jamais à faire plier le Japon, qu'ils pourraient envahir l'île principale, l'île Honshu, que cela ne se cesserait pas, que chaque habitant prendrait un bâton et des pierres et se battrait jusqu'à la mort, et que cela tuerait des millions de Japonais, mais aussi de millions de soldats américains. Donc ils n'ont pas eu d'autre choix que d'employer une arme horrible, la bombe atomique. Une arme horrible, c'était le cas. C'était une arme basée sur une science qui dépassait le commun des mortels et qui, avec une seule bombe, détruisait tout et tuait tout le monde. Les soldats, les ouvriers, les femmes, les enfants. Avec des conséquences horribles. Des gens brûlés, des gens qui perdaient leurs cheveux, qui ont développé des anémies, des cancers. Donc là, ça a été vraiment la paire de claques. La science, ce n'est pas que le bien. Et ça s'est d'autant amplifié que juste après a commencé la guerre froide. Juste après la Seconde Guerre mondiale, les guerres mondiales avaient littéralement réorganisé le monde politique, avec formation du bloc de l'Est, l'URSS, et le bloc de l'Ouest, les États-Unis et leurs alliés. Et chacun développa l'arme nucléaire. Les Russes ont très très vite rattrapé les Américains, en partie grâce à l'espionnage, mais aussi à leur capacité de développement scientifique et industriel. Puis est venue la bombe H,
encore plus puissante. Chacun s'est armé à outrance, à un tel point que chacun avait la possibilité de détruire toute vie sur Terre plusieurs fois. À tel point que ça en devenait absurde. Mais c'était toujours la peur aussi que l'ennemi trouve un moyen de neutraliser certains bombes, certains tirs, et donc il fallait avoir suffisamment de capacité pour être sûr de vaincre. C'était l'équilibre de la terreur. Personne n'osait attaquer parce que ça aurait signifié la fin de tout le monde. Mais la terreur, il n'y a pas que les dirigeants et les militaires qui la vivaient. C'était aussi la terreur des gens, du peuple. Et cela venait de la science, de la physique nucléaire, de l'électronique, des fusées qui permettaient de faire des missiles. Et donc, la vision du monde a changé. La science, ce n'est pas que le bien. Après tout dépend de ce qu'on en fait. C'est le même pour la technique, la technologie. Tout dépend de ce qu'on fait avec. Si on met au point quelque chose pour soigner les gens, c'est bien. Si on met au point quelque chose pour les tuer, c'est mal. Et ça peut être le même. On sait bien qu'en chimie, en biologie, la plupart des produits peuvent être des médicaments ou des poisons. La belladone sert à soigner des problèmes cardiaques, mais c'est aussi un poison violent. On a vu également se développer au XXe siècle des sciences très pointues, ayant de grands enjeux dans l'environnement, la santé humaine, la vie privée, telles que, par exemple, les nanotechnologies, très développées actuellement, et qui peuvent avoir de gros impacts sur la santé, ça préoccupe beaucoup de spécialistes, la génétique, avec les fameux OGM, avec le risque de faire des manipulations génétiques indues sur des êtres humains, et surtout sur leur descendance, avec l'informatique, qui est devenue omniprésente, avec Internet, et toutes les applications de l'informatique. On a même de l'informatique dans nos voitures, dans nos machines à laver, il y en a partout. Et l'informatique, c'est des informations. C'est de là que vient le nom d'ailleurs. Et des informations sur notre vie privée. Le XXe siècle, c'est aussi le développement de grands programmes internationaux. Lutte contre le sida, lutte contre le cancer, grands programmes astronomiques avec d'immenses instruments d'observation, grands programmes de physique avec les immenses accélérateurs de particules, comme le LHC à la frontière franco-suisse, qui regroupe des chercheurs du monde entier, ils sont des milliers à y travailler. Et donc on est passé presque au-delà de la politique, la science est démocratisée. Et donc, cette vision d'une science qu'il faut maîtriser dans ses usages, qui peut avoir des impacts importants sur notre vie, et qui est plus démocratique, donc plus facile à contrôler, induit l'idée de l'éthique. L'éthique, c'est justement dire, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de faire telle ou telle chose. On a donc vu se développer, un peu partout dans le monde, des comités d'éthique, des comités consultatifs. En général, ils n'ont aucun pouvoir législatif. Ils étudient les problèmes qui peuvent se poser dans tous les domaines scientifiques, avec des représentants qui viennent du monde des sciences, du monde de l'industrie, qui viennent du monde populaire, des syndicats, de la morale, ou même du monde religieux. Ces gens se réunissent et étudient toutes les conséquences qui peuvent découler de tel ou tel choix. Ils font alors des recommandations. Et ces recommandations sont prises en compte par les politiques, élus par le peuple, toujours ce système démocratique, et ils vont voir s'ils peuvent légiférer pour établir des lois. Lois informatiques, lois de bioéthique que l'on a en France et aussi
chez nous, moi, en Belgique, avec des lois qui disent, par exemple, que les manipulations génétiques sur l'être humain, on peut les faire sur le soma, c'est-à-dire sur le corps, pour soigner une maladie, par exemple. Mais ça doit suivre toute la procédure médicale, comme on le ferait pour des médicaments, de la chirurgie ou tout autre acte médical. On ne peut pas le faire pour le plaisir. Je voudrais 10 fois plus costaud, je vais voir un spécialiste en disant « manipuler mon ADN pour me rendre 10 fois plus costaud », ça ne sera pas accepté. Si je dis « j'ai un cancer », et il existe pour ce cancer très particulier un traitement génétique, une manipulation génétique de vos cellules qui va faciliter la guérison, ça se fera. Mais ça, c'est le corps. Il y a aussi les cellules reproductives, les spermatozoïdes, les ovules. Là, manipulation interdite. Et aucun pays ne fait exception. Parce que le problème, c'est que si vous manipulez ça, vous transmettez les manipulations aux enfants, qui vont les transmettre à leur tour. Vous modifiez l'espèce humaine. On peut sélectionner les embryons, par exemple, avec les techniques d'amniosynthèse ou par la fécondation in vitro, pour dire, on exclut cet embryon, il est porteur de la trisomie 21, donc le mongolisme, ou il a telle autre maladie génétique. On peut sélectionner, mais pas de manipulation génétique. On ne modifie pas les embryons. Et même la sélection pose des questions éthiques. Il a la trisomie 21, on l'exclut. Pas de problème. Il a une maladie génétique pénible avec laquelle on peut vivre. L'exclure, c'est déjà plus discutable. Évidemment, on veut éviter à un enfant d'avoir une vie pénible. Il n'a pas les cheveux blonds et les yeux bleus. Oh, il aura la vie moins facile. Excluons-le. Là, ça devient beaucoup plus que discutable. C'est de l'eugénisme. Donc, il y a des questions d'éthique, parfois très difficiles, qui se posent. Et donc, ce développement de l'éthique est devenu extrêmement important au XXe siècle. Alors, quelles sont les grandes disciplines de la science actuellement? Il y a les mathématiques, la chimie, la biologie, la physique, la mécanique, la psychologie, l'optique, la pharmacie, la médecine, l'astronomie, l'archéologie, l'économie, sociologie, anthropologie, linguistique, et la liste n'est pas exhaustive. Même quand on essaie de décomposer en grandes disciplines. C'est très difficile de classer les sciences. Elles se distinguent par leurs institutions, par leur laboratoire, leurs universités, par les instruments qu'elles utilisent, par les méthodes, par les diplômes et par les revues dans lesquelles elles publient et valident leurs résultats. Et c'est extrêmement complexe. Parfois, certaines institutions sont à cheval sur plusieurs disciplines, certaines universités, certaines sociétés savantes. C'est donc très complexe. Nous essaierons toutefois d'y voir plus clair, puisque notre but est quand même d'expliquer la science. Nous avons vu l'histoire de la science, ça permet de mieux comprendre ce qu'est la science, comment elle a évolué, comment elle est actuellement. Maintenant, nous allons essayer de la classer. Je vous remercie.